He's a lightweight, this guy. He's a terrible, I think he's terrible. I thought he did a terrible job at the Grammys. I thought the whole Grammys was terrible. I watched part of it. It's not watchable. But he was a lousy host. I'd say not as bad as Jimmy Kimmel, but pretty close. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. The DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. The DOJ, I think, should just say, we have other things to do. And other than Bill Clinton and, Bill Gates and lots of people that there are a lot of questions about it, but nothing on me. Jeffrey Epstein and this sleazebag writer named Michael Wolff were conspiring against Donald Trump to lose the election. When Epstein was alive, like 10 years ago, nobody cared about it. Le fait qu'un président menace juridiquement un comédien pour une blague faite à la télévision nationale ne modifie pas seulement les limites de la satire. Cela déplace les contours de ce qui est institutionnellement acceptable dans une démocratie. Le premier dimanche de février 2026, lors de la retransmission en direct des Grammy Awards à Los Angeles, une remarque humoristique du présentateur Trevor Noah a provoqué une réaction officielle qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être considérée comme un simple clash entre personnalités publiques. Mais ce qui a suivi révèle quelque chose de différent. Quelques heures après la fin de la cérémonie, Donald Trump a publié un communiqué sur son propre réseau social annonçant sans détour son intention de poursuivre le comédien en justice. Le motif invoqué, un passage satirique qui, selon Trump, associait faussement son nom aux activités du défunt financier Jeffrey Epstein. À première vue, la situation pourrait être interprétée comme un nouvel épisode de la tension bien connue entre les politiciens et les humoristes. Cependant, le contenu de la réponse et le contexte dans lequel elle a été faite indiquent pas quelque chose de plus complexe. Une tentative de redéfinir les limites entre la critique publique et l'action en justice, avec des implications institutionnelles potentielles pour le système des garanties démocratiques. Cet épisode attire l'attention non seulement par la teneur de la menace, mais aussi par le choix du champ de bataille. Il ne s'agit pas d'un journal, d'une enquête ou d'un éditorial. Le commentaire a été fait lors d'un événement artistique de grande envergure dans lequel la satire joue traditionnellement un rôle important. Le transfert de cet espace vers le domaine de la responsabilité juridique n'est pas anodin. Il suggère une tentative de consolider une norme selon laquelle même les manifestations clairement identifiées comme comiques pourraient être traitées comme passibles de sanctions, créant ainsi un précédent qui met à rude épreuve la jurisprudence actuelle sur la liberté d'expression, en particulier dans le cas des personnalités publiques et des détenteurs d'un pouvoir politique important. La réaction de Trump s'est accompagnée de références à des victoires antérieures dans des litiges pour diffamation. Dans sa publication, il a cité des accords à plusieurs millions de dollars obtenus contre de grandes chaînes de télévision, suggérant que l'action contre Trevor Noah serait un nouveau chapitre d'une campagne victorieuse. Mais le point le plus sensible de la publication n'était pas son ton provocateur, ni même son langage agressif. C'était la tentative de présenter comme factuel un contenu qui, par nature, était satirique. En affirmant qu'il n'avait jamais été sur Epstein Island et qu'il n'avait jamais été accusé de cela, même par les médias, Trump cherchait à redessiner les contours de ce qui avait été dit, transformant une référence indirecte en une accusation littérale. Cette opération narrative, subtile dans sa forme mais incisive dans ses implications, marque un tournant important dans la manière dont on entend encadrer les critiques publiques dans la logique du litige. Il existe encore une couche supplémentaire de tension institutionnelle qui se superpose à cet épisode. 3 jours avant la cérémonie de remise des prix, le ministère américain de la Justice, sous la direction d'une équipe nommée par Trump lui-même, avait publié un ensemble de documents liés aux archives de Jeffrey Epstein, répondant en partie à une législation récente qui exige une plus grande transparence sur cette affaire. La divulgation, qui totalisait des millions de pages, comprenait de fréquentes mentions du nom de Trump, ainsi que des enregistrements d'interactions sociales antérieures entre le président et Epstein. Bien qu'aucune de ces références ne constituait en soi un acte illégal, le volume de matériel et le moment politique auquel il a été rendu public ont rendu le sujet particulièrement sensible. C'est dans ce contexte que la blague de Trevor Noah prend une autre dimension. En faisant allusion, même indirectement, au passé social de Trump, le comédien touchait à l'un des domaines les plus délicats de la mémoire publique récente. La réponse du président ne peut donc être analysée isolément. Elle s'inscrit dans une série plus large d'initiatives visant à reformuler la manière dont les critiques sont encadrées juridiquement, en exploitant souvent les zones d'ombre entre la liberté d'expression et la protection de la réputation.
Lorsque cette stratégie émane d'une personne qui a occupé la plus haute fonction du pays et qui conserve une influence politique significative, ces effets ne se limitent pas au domaine personnel. Ils se répercutent sur la culture civique dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la perception publique de ce qui peut ou ne peut pas être dit sans conséquences juridiques disproportionnées. Le fait que la menace ait été proférée publiquement, avec des références à des procès antérieurs, aux montants obtenus et à des attaques directes contre la personnalité du comédien, renforce l'hypothèse selon laquelle l'intention n'était pas seulement de contester le contenu du discours, mais aussi de dissuader de futurs commentaires similaires. En d'autres termes, ce geste semble moins viser à réparer un préjudice qu'à instaurer un climat d'autocensure. Ce type de comportement, lorsqu'il est répété sur différents fronts, fonctionne comme une forme de discipline du discours, dans laquelle le coût potentiel de la parole est calculé en termes juridiques avant même toute manifestation. La ligne qui sépare la défense légitime de l'honneur et la tentative de censure indirecte est, historiquement, l'une des plus débattues dans le domaine du droit constitutionnel. Mais aux États-Unis, des décisions de la Cour suprême, telles que New York Times contre Sullivan et Hustler Magazine contre Falwell, ont contribué à consolider l'idée selon laquelle les personnalités publiques doivent tolérer un degré élevé de critique, y compris la satire et l'exagération, à condition qu'il ne s'agisse pas d'allégations factuelles manifestement fausses, faites avec intention frauduleuse. En menaçant de poursuivre en justice un commentaire fait sur scène lors d'une cérémonie de remise de prix par un artiste dont la fonction était précisément d'exercer ce type de liberté créative, Trump semble tester les limites de cette conception, non pas nécessairement pour la vaincre, mais pour explorer les effets secondaires que ce type de confrontation provoque. La réponse institutionnelle à ce geste reste à définir, mais le mouvement initial jette déjà une ombre sur les espaces où la critique s'exerçait avec plus de liberté. Lorsque l'humour devient l'objet d'une menace juridique immédiate, le précédent, qui s'installe, concerne moins le contenu de la blague que la capacité d'un dirigeant public à conditionner l'environnement discursif par des stratégies juridiques. En ce sens, cette affaire ne doit pas être considérée comme une exception, mais comme faisant partie d'une tendance en train de se former, une tendance qui remet en question non seulement les comédiens, mais aussi les fondements même d'une culture démocratique résiliente. Pour ceux qui suivent de près les tensions entre le pouvoir, la liberté d'expression et la responsabilité institutionnelle, ce type d'épisode n'est pas un écart isolé, mais un indicateur de transformation plus profonde dans la manière dont le débat public est façonné. Suivre ce type d'analyse permet de comprendre le mouvement plus large qui se cache derrière des actions apparemment ponctuelles, révélant les stratégies narratives qui sous-tendent les disputes politiques dans des scénarios de plus en plus polarisés. À partir de là, la réaction de Trump et les répercussions de cet épisode ne peuvent ni plus être interprétées comme un simple conflit entre un individu et la liberté d'expression. Ce qui se dessine, c'est une zone de friction récurrente entre les stratégies juridiques de contention et les dispositifs constitutionnels qui soutiennent la liberté d'expression publique aux États-Unis. Le contexte récent aide à comprendre comment ce type de mouvement s'inscrit dans un cadre plus large, où non seulement le contenu du discours importe, mais aussi sa capacité à réorganiser l'environnement institutionnel. 3 jours avant la cérémonie des Grammy Awards, le ministère de la Justice de l'administration actuelle a annoncé la divulgation d'environ 3 millions de pages de documents liés à l'affaire Epstein, en application partielle de la législation adoptée l'année précédente, dite loi sur la transparence des archives Epstein. Cette divulgation s'est accompagnée d'une conférence de presse au cours de laquelle des représentants du ministère de la Justice ont affirmé qu'il s'agissait d'un effort visant à répondre pleinement aux exigences du Congrès. Néanmoins, les parlementaires directement impliqués dans l'élaboration de la norme ont réagi publiquement, soulignant certaines divergences. Selon les données présentées lors des sessions de la Chambre, le nombre total de pages identifiées comme potentiellement pertinentes dépassait les 6 millions, ce qui signifie qu'environ la moitié du matériel reste retenu. C'est dans ce contexte que le commentaire de Noah et la réponse de Trump se superposent à un autre débat, celui de l'intégrité de la transparence institutionnelle. L'écart entre ce qui a été divulgué et ce qui reste partiellement confidentiel a soulevé des questions supplémentaires sur les critères de sélection, les délais de remise et les motivations politiques derrière la rétention. Les membres du comité de surveillance de la Chambre ont pris des mesures pour convoquer des représentants du ministère de la Justice afin de clarifier les critères appliqués. Dans le même temps, les analystes juridiques ont commencé à débattre de la question de savoir si la publication partielle des documents, loin de clore le sujet,
n'avait pas au contraire ravivé l'intérêt public et renforcé la pression en faveur de nouvelles divulgations. Dans ce contexte, le choix de Trump de répondre par une menace de poursuite judiciaire à une plaisanterie prend une dimension encore plus stratégique. L'offense présumée, subie sous la forme d'un commentaire humoristique, offre au président un moyen alternatif de recentrer l'attention. Au lieu de répondre directement aux implications du matériel récemment divulgué, Trump se présente comme la victime d'une attaque publique injuste, déplaçant le discours de défense vers le terrain de la confrontation. Il s'agit d'un mécanisme d'inversion qui, bien qu'il ne soit pas nouveau, s'avère efficace dans des environnements marqués par une polarisation extrême. La transformation d'un humoriste en adversaire judiciaire projette l'image d'un discours extérieur hostile, contre lequel il serait légitime de réagir à l'aide des outils juridiques disponibles. L'historique de Trump dans l'utilisation des actions en justice comme prolongement de son action politique renforce ce diagnostic. Au cours de sa carrière, il a souvent eu recours à des procès en diffamation, non seulement contre des médias, mais aussi contre d'anciens conseillers, des auteurs de livres et même des institutions universitaires. Dans bon nombre de ces affaires, les actions n'ont pas abouti à des victoires sur le fond, mais ont produit des effets secondaires, des frais de défense élevés pour les défendeurs, le retrait de futurs critiques et la diffusion d'un climat de prudence juridique dans le traitement de sa personnalité publique. Cette stratégie de litige récurrent a été étudiée par des constitutionnalistes comme une forme contemporaine de lawfare, c'est-à-dire l'utilisation de la légalité comme instrument de contention politique et narrative. La convergence entre l'affaire Epstein, la loi sur la transparence, la divulgation sélective des documents et la réponse juridique à une manifestation artistique révèle un chevauchement de couches qui dépasse l'épisode spécifique. Le ministère de la Justice lui-même, en annonçant la divulgation des archives, a déclaré avoir achevé la totalité de la remise exigée par la législation. Cependant, face aux réactions du Congrès, des experts ont commencé à souligner une possible lacune interprétative quant à ce qui constitue une remise complète. L'absence de paramètres objectifs et la dépendance à l'égard de décisions administratives internes pour définir ce qui est ou n'est pas considéré comme conforme soulèvent des inquiétudes quant à la possibilité d'un filtrage institutionnel délibéré. C'est dans ce contexte d'opacité partielle que l'offensive verbale de Trump contre un comédien prend une dimension supplémentaire. Le remplacement du débat de fond par un litige à fort impact médiatique détourne l'attention du contenu des documents vers le domaine des disputes interpersonnelles. La scène change, l'attention se déplace. Mais les effets restent les mêmes. Cela consolide des pratiques qui, bien que formellement légitimes, opèrent en marge du contentieux stratégique et créent une culture de dissuasion indirecte, dans laquelle la menace d'une action en justice devient plus efficace que le jugement lui-même. La jurisprudence américaine, en particulier après les décisions de la Cour suprême dans les affaires New York Times contre Sullivan, 1964, et Hustler, magazine contre Falwell, 1988, a établi des garanties solides pour le discours critique, y compris la satire, à l'encontre des personnalités publiques. Cependant, l'efficacité pratique de ces protections dépend moins du texte juridique que de la capacité des institutions à soutenir leur application face à des pressions organisées. Et c'est précisément sur ce point que l'affaire actuelle s'avère pertinente. L'utilisation répétée de mécanismes juridiques contre des manifestations protégées affaiblit, avec le temps, la confiance dans les limites entre la justice et l'intimidation. Il ne s'agit pas seulement de la possibilité qu'une action en justice soit considérée comme non fondée. Il s'agit du coût de se défendre contre une telle action. De grands réseaux journalistiques ont déjà opté pour des accords à plusieurs millions, non pas parce qu'ils reconnaissaient leur erreur, mais parce qu'ils estimaient que les coûts d'une défense prolongée dépasseraient les gains d'une victoire judiciaire. Cette logique, lorsqu'elle est transposée à des individus qui n'ont pas le même pouvoir de négociation institutionnelle, tend à produire des silences préventifs et des reconfigurations éditoriales motivées moins par la précision que par la crainte. En réagissant par des litiges stratégiques, les personnalités publiques ne peuvent pas modifier le texte de la Constitution, mais elles influencent son interprétation quotidienne par des pratiques qui, en s'accumulant, redéfinissent la ligne de l'acceptable. La judiciarisation de la critique, même lorsqu'elle est soutenue par des mécanismes formels, peut produire un effet disproportionné lorsque l'objectif n'est pas de gagner, mais d'intimider. C'est pourquoi suivre des mouvements comme celui-ci ne consiste pas seulement à enregistrer un conflit momentané. Il s'agit d'observer la formation d'un modèle qui met en tension deux piliers centraux de la vie démocratique.
le droit à la défense de l'honneur et la liberté d'expression critique. Des analyses comme celle-ci aident à identifier les points d'inflexion, ces moments où des stratégies individuelles commencent à produire des distorsions collectives dans le fonctionnement institutionnel. Si ce type de convergence continue à se répéter sans contrepoids, l'espace du débat public pourrait être conditionné non pas par le caractère raisonnable de ce qui est dit, mais par la perception du risque juridique qui accompagne celui qui s'exprime. Et lorsque ce risque est évalué, non pas sur la base de la véracité de l'information, mais sur la disposition à faire face à un procès, le système commence déjà à s'adapter à la contrainte. Parmi les experts juridiques, les analystes politiques et les observateurs des médias, les interprétations de cet épisode s'accumulent à plusieurs niveaux qui dépassent la sphère juridique. Certains considèrent la menace de Donald Trump comme un mouvement stratégique, pas nécessairement pour faire taire Trevor Noah, mais pour envoyer un avertissement à l'écosystème communicationnel. Toute référence à son nom, même indirecte, pourrait être contestée devant les tribunaux. D'autres considèrent ce geste comme une action à court terme, susceptible d'avoir des effets inattendus, notamment compte tenu des conséquences procédurales d'une éventuelle action en justice. Le débat dépasse donc la simple légalité et se concentre sur la fonction stratégique et les risques générés par l'interaction entre les personnalités publiques et l'espace civique. Sur le plan juridique, l'un des axes d'analyse les plus importants concerne le risque d'ouverture d'une procédure de discovery si Trump met sa menace à exécution. Dans ce scénario, la défense de Trevor Noah aurait le droit de demander des documents, des registres, des témoignages et d'autres preuves liées à la relation de l'ancien président avec Jeffrey Epstein. L'impact ne se limite pas à une formalité procédurale. La jurisprudence américaine permet, dans les affaires de diffamation impliquant des personnalités publiques, à la partie accusée d'exploiter largement les antécédents de l'auteur de l'action, en cherchant à prouver l'absence d'intention frauduleuse, de fausseté ou de préjudice réel. Les documents déjà divulgués par le ministère de la Justice pourraient être réexaminés et combinés à de nouveaux éléments, produisant un effet contraire à celui escompté. Un procès visant à faire taire une blague pourrait accroître la visibilité des questions que l'on cherchait à minimiser. Il existe également des divergences sur les limites de la satire dans un contexte de polarisation intense. Des décisions antérieures de la Cour suprême soulignent que l'humour politique, même cinglant, est protégé par le premier amendement, à condition qu'il n'implique pas d'allégations factuelles fausses avec une intention délibérée. Cependant, certains experts avertissent que la judiciarisation croissante des commentaires de divertissement pourrait entraîner une redéfinition de ces limites, surtout si de telles actions deviennent courantes. Bien que la protection historique ait favorisé les expressions artistiques et humoristiques, le système judiciaire permet de tester continuellement les précédents, en particulier lorsqu'ils sont soutenus par des structures disposant d'un grand pouvoir de litige. Dans le domaine institutionnel, on s'inquiète de plus en plus que de tels comportements établissent une norme de contention discursive, non pas par la censure directe, mais par le risque d'une exposition juridique prolongée. Les analystes de la liberté de la presse soulignent que, même en l'absence de condamnation, le simple fait d'intenter un procès peut avoir des effets similaires à des sanctions. Éloignement des sources, révision éditoriale et découragement des approches plus incisives. Le coût potentiel du traitement de certains sujets commence ainsi à influencer les décisions éditoriales. Non pas par coercition explicite, mais par calcul défensif. Il n'y a pas de consensus sur la manière dont les tribunaux réagiraient à une action en justice formelle. Certains juristes estiment qu'elle serait rapidement classée sans suite, en raison de la nature manifestement satirique du commentaire de Noah. D'autres considèrent que, compte tenu de la grande visibilité de l'épisode et de ses répercussions politiques, la procédure pourrait être admise dans un premier temps, pour être ensuite rejetée, entraînant toutefois des frais et une exposition publique importante. La chaîne CBS, responsable de la diffusion de la cérémonie, devrait décider si elle se joindrait au litige ou si elle resterait à l'écart. Chaque choix ayant des implications commerciales et réputationnelles distinctes. Sur le plan politique, le scénario reste également indéfini. Certains interprètent la réponse de Donald Trump comme une démonstration de force, visant à préserver son image à un moment où l'affaire Epstein revient sur le devant de la scène institutionnelle. D'autres y voient des signes de fragilité, compte tenu du moment choisi pour la publication et du caractère hautement réactif du contenu. L'absence de coordination claire entre les alliés proches au Congrès, ajoutée aux critiques publiques des parlementaires démocrates sur la transparence partielle du ministère de la Justice, suggère que l'action en justice pourrait avoir été davantage un geste isolé qu'une offensive coordonnée.
La question centrale demeure: dans quelle mesure les personnalités publiques peuvent-elles ou doivent-elles recourir au système judiciaire contre les manifestations satiriques qui leur déplaisent? La réponse n'est pas seulement juridique, mais structurelle, car elle implique un équilibre entre la défense de la réputation et la préservation d'un espace public pluraliste et critique. À mesure que cet équilibre se modifie, l'espace même du débat public se transforme. Les archives historiques indiquent que Donald Trump a déjà eu recours à des litiges de manière récurrente, produisant des effets extrajudiciaires. Dans le passé, des menaces de poursuites judiciaires ont conduit à des rétractations, des changements éditoriaux ou des ajustements linguistiques de la part de médias qui, bien que convaincus de la légalité de leur publication, ont préféré éviter les frais de justice. Ce schéma crée une autocensure préventive qui ne résulte pas de la crainte d'une condamnation, mais de l'usure institutionnelle générée par le processus lui-même. Les analystes avertissent que cette dynamique peut progressivement éroder les garanties démocratiques, non pas par la révocation des droits, mais par l'adaptation à de nouveaux types de risques. Dans l'épisode actuel, l'enjeu dépasse l'intégrité d'une blague. Il concerne la solidité des garanties qui protègent le droit de la produire. Si les manifestations satiriques deviennent la cible constante de contestations formelles, cela n'aura pas pour effet de créer une nouvelle jurisprudence, mais entraînera une transformation culturelle du discours critique. Les limites de la critique politique ne se définissent pas seulement dans les tribunaux, mais aussi dans les pratiques quotidiennes de communication. Lorsque ces pratiques fonctionnent selon la logique du litige, le sens même de la critique s'en trouve modifié. La situation reste incertaine. À ce jour, rien ne confirme qu'une procédure ait été officiellement engagée. Cependant, la simple déclaration d'intention a eu des conséquences immédiates. Mobilisation institutionnelle, débat juridique, discussion dans la presse et, surtout, une attention accrue sur les liens entre Donald Trump et l'affaire Epstein. Ironiquement, exactement les faits que la menace judiciaire visait à éviter. Ce paradoxe, où la tentative de faire taire augmente le bruit, révèle un dilemme contemporain. Plus l'effort pour contrôler le récit est important, plus il y a de chances de l'amplifier. Dans ce contexte, suivre les développements institutionnels d'un œil critique n'est pas seulement un choix éditorial, mais un exercice de préservation démocratique face à des stratégies qui testent les limites du discours public par des voies si formelles.